Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 5 avril, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et vous avez publié un livre d'entretien avec Stéphane Rosès, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Vous avez fondé Ensemble contre la peine de mort. Bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour et puis bonjour on a une balise IFOP fiduciale Paris Match Sud Radio que nous allons commenter sur la popularité du président de la République, de la Première ministre et puis d'autres sujets que vous avez traités dans cette enquête. Et puis Jérôme Dubu, bonjour. Membre du pôle ID chez Horizon. Alors évidemment l'intersyndicale, cette rencontre avec Elisabeth Borne, combien de temps? Toutes les radios ce matin disaient est-ce que ça va durer 5 minutes? Est-ce que ça durera plus longtemps? Peuvent-ils trouver un terrain d'entente? On va revenir justement sur le niveau de popularité d'Emmanuel Macron. On va parler de la Chine également avec vous, Michel Taube, de ce voyage en Chine avec Ursula von der Leyen, et puis l'audition de Gérald Darmanin avec l'audition à l'Assemblée nationale. Y a-t-il un problème du maintien de l'ordre en France? Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jérôme, on commence avec vous. Oui, on commence dans le fun, dans le rire, avec Stromae. Le rire, tout est relatif. Oui. C'est pour ça que je voulais lui donner un petit coup de cœur, parce qu'on a appris hier qu'il avait annulé jusqu'à fin mai sa tournée, qui est une tournée européenne, qui rencontrait un énorme succès. Il fait 2 fois la salle Oxygène à Londres. Enfin, il y a que les grandes stars mondiales qui font ça, et lui le faisait. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, quels sont ses problèmes de santé. On sait qu'il avait eu un burn-out assez profond, vous vous souvenez, entre le second et le 3e album, qui avait duré à peu près 7 ans. Donc 7 ans, c'est très long. Moi, je ne sais pas dans quel état physique il est, s'il est malade psychiquement ou physiquement, ou les deux, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais en tout cas, c'est quand même la révélation francophone des 10 dernières années, à peu près. Il n'y en a pas eu d'autres. Il a inventé un style qui est tout à fait propre à lui. Je trouve que c'est un grand artiste, et évidemment, je lui souhaite un prompt rétablissement, qu'on puisse le revoir sur scène très rapidement. Oui, non, c'est vrai qu'on a appris ça hier, et puis moi je voulais faire un coup de cœur à Florent Pagny aussi, qu'on entend un petit peu partout, que je trouve lumineux, déterminé, courageux. Il parle de son cancer, ça fait du bien à beaucoup de gens d'entendre des personnalités qui racontent et qui racontent ce qui leur arrive et qui partagent peut-être des choses que d'autres, dont on ne parlait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà. Juste sur Stromae, ce que je veux dire, c'est que, si j'avais bien compris, il souffre d'un mal terrible qui s'appelle la dépression et qui peut prendre des formes très diverses selon les personnes, mais c'est un mal qui est extrêmement... qui touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'artistes qui souffrent de ce mal. Apparemment, ils ont l'air. Alors certains arrivent à en guérir, d'autres pas. Lui, visiblement, il est dans une nouvelle phase compliquée. Donc prompt rétablissement et vite sur scène. Voilà, coup de cœur à l'artiste. On va continuer notre tour de table. Moi, juste avant, parce qu'on va rentrer sur des débats à chaque fois, des sujets qui vont nous emmener un petit peu plus loin. La proposition de loi Bien vieillir est en discussion depuis hier à la Commission des affaires sociales pendant plusieurs semaines. C'est une loi qui n'est pas assez ambitieuse, selon l'avis des professionnels, en particulier sur la maltraitance en EHPAD. On en a beaucoup parlé et visiblement ça ne va pas suffisamment loin. Et donc il faut que les députés se mobilisent. Et je voulais vous faire une petite devinette ce matin. Qui est Jean-Christophe Combes? Ne dites pas. C'est un ministre délégué, politique de la ville. Politique de la ville. Ministre de la ville, je dirais ça. Ancien maire d'une commune du 93. Mais peut-être que je me trompe. Il est sur la dépendance. Je me trompe alors. Oui, sur la dépendance. Et voilà, c'est le ministre des Solidarités et de l'Autonomie. C'est un sujet quand même. L'ancien directeur délégué de la Croix-Rouge. Absolument. Ah oui, pardon, j'ai confondu. C'est un monsieur dont on ne connaît pas le nom. Oui, ministre presque. Non, mais je me suis trompé de... Oui, vous avez dit de la ville. C'est Olivier Klein.
Voilà, merci. Le logement est vide. Tout à fait. Donc c'est dommage qu'un sujet comme celui-là, qui a été, qui normalement devrait être un sujet majeur quand on parle de handicap, quand on parle du grand âge, on a un ministre qui est totalement inexistant, qui fera peut-être partie du club des invisibles du dîner voulu par. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui sont très peu connus. Mais enfin là, on parle du grand âge, c'est un sujet énorme. C'est vrai que c'est la spécificité de ce quinquennat. On se souvient de ce qui s'est passé en 2017. C'était un gouvernement d'experts, puisque l'idée, c'est qu'Emmanuel Macron répondait à l'imaginaire des Français. Mettons des experts, mettons une sportive au sport, c'était Laura Flessel, une DRH à l'emploi, Mireille Pénicaud, ou un médecin à la santé. On en est un peu revenu, mais d'une manière générale, Emmanuel Macron n'a pas tourné la page des experts. Ces gouvernements sont très différents des gouvernements. Il y avait des chefs de parti, sous Nicolas Sarkozy, sous Chirac, sous François Hollande. Et c'est vrai que quand on regarde les trois sujets qui, en dehors de l'inflation et du pouvoir d'achat, inquiètent le plus les Français, santé, premier enjeu dans notre baromètre annuel, Valérie, vous le savez, santé, éducation, grand âge, et ben ce sont trois ministres qui ont sans doute des qualités réelles, mais qui sont aujourd'hui, ici et maintenant, inconnus des Français, puisque dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, la question est cruelle. La question est gentille, puisque c'est bonne, mauvaise opinion. Ça ne mange pas de pain de dire quoi une bonne opinion, mais on laisse en clair, je ne le connais pas suffisamment. Mais il y a une perte de visibilité. Et voilà, on a cette perte de visibilité. Pour atténuer un petit peu ce qui est des politiques depuis longtemps, quand même. Pour atténuer, c'est ce que j'allais dire, pour atténuer un peu ce qui a été dit, vous vous souvenez d'un ministre de la Santé brillant, à part Simone Veil Oui, Xavier Bertrand. Franchement, Xavier Bertrand a fait beaucoup de choses. Il y en a eu quand même. Si, il y en a eu. Il y a eu mais lui, il n'est pas ministre de la Santé. On parle de l'autonomie. Santé au sens large du terme. Mais là, on parle des personnes âgées. Il a remplacé Damien Abad, qui lui était connu, qui lui incarnait pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Non, mais ça va bien au-delà. C'est qu'en plus sur la grande dépendance, vous disiez que c'est une des trois grandes préoccupations des Français, c'est un des grands échecs d'Emmanuel Macron. Il a annoncé à la fin de son premier quinquennat la création d'une 5e branche dépendance qui n'a absolument pas été suivie des faits. Et plutôt que de tout miser sur la retraite, il aurait peut-être dû davantage s'occuper de l'ensemble de cette question de la grande dépendance, et il ne l'a pas fait. Mais là, visiblement, moi j'ai été alertée par des gens qui travaillent dans les EHPAD et qui disent que cette loi ne va pas assez loin et ne s'attaque pas justement au cas de maltraitance dans les EHPAD en particulier. Alors ça existe dans tous les types d'EHPAD, alors ne jetons pas l'opprobre sur tout le monde, mais les EHPAD à but lucratif, visiblement, il n'y a pas eu énormément de choses, et j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui ont démissionné, des députés qui étaient en charge de cela, qui ont démissionné parce que estimant que ça n'allait pas assez loin. Donc je pense qu'il faut le dire et en parler. Michel Taube, vous, c'est pour ça on va rentrer sur des sujets qui vont faire plus débat. Dans moins d'une heure, Emmanuel Macron va atterrir sur le sol chinois, puisqu'il va en visite officielle en Chine. Et en fait, je voulais juste exprimer une interrogation. Je suis un peu dubitatif, et pourtant je suis un Européen convaincu. Il emmène dans son avion Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et c'est vrai que c'est un choix quand même un petit peu singulier. Il y a 5 mois, Olaf Scholz a également fait une visite d'État. C'est le premier dirigeant occidental depuis la crise Covid à s'être rendu en Chine. Il avait emmené avec lui, comme Emmanuel Macron, une 60aine de chefs d'entreprise allemands. Donc c'était en novembre dernier, mais il n'a pas emmené avec lui la présidente de la Commission européenne. Et c'est vrai que, évidemment, c'est important d'être un Européen convaincu, mais je pense que là, Emmanuel Macron, il fait preuve un peu d'idéalisme, voire d'utopie européenne en emmenant Madame von der Leyen. C'est une visite bilatérale d'État à État. La France a des intérêts à défendre en Chine, et je m'interroge sur la participation de Madame von der Leyen à cette visite franco-chinoise. Alors, moi, je pense pas qu'il fasse preuve d'idéalisme ou d'utopie. Il veut montrer qu'il est leader en Europe, donc il amène dans ses bagages la présidente de la Commission. C'est un acte politique. Mais je suis d'accord avec Michel, c'est que en fait c'est une visite d'État, c'est une visite bilatérale. La France a reconnu la Chine alors que la Chine n'était pas reconnue par un certain nombre de grands États. Il faut s'en souvenir, c'était le choix du général de Gaulle. Je trouve en effet assez surprenant qu'il le fasse, mais il le fait uniquement pour des raisons politiques et certainement pas pour des raisons, me semble-t-il, d'idéalisme, en l'occurrence. Jérôme Dubu. Je modérerais ce qu'a dit Michel en disant qu'on est dans un contexte un peu particulier avec la guerre en Ukraine.
et que on sait très bien qu'elle est tropiste de la Chine. Xi Jinping vient de visiter Poutine en grande pompe. Il a été reçu comme un prince, comme un empereur. Les liens sont sûrement resserrés. On le saura assez rapidement. On parle d'échanges militaires. Moi, je ne sais pas s'il y en aura, d'échanges d'armes, etc. Je ne sais pas s'il y en aura, peu importe. Mais en tout cas, il est important dans ce contexte-là que la voix de l'Europe soit exprimée, parce que parce que plus on compte, plus. Ah ben non, mais la diplomatie, c'est parfois aussi de la naïveté, mais ça peut porter à long terme. Donc plus on portera le message de la Chine auprès de la Chine que, au fond, il ne faut pas qu'ils interviennent, et surtout qu'il ne faut pas qu'ils livrent d'armes à la Russie, et mieux on se portera. Voilà. Je crois que les Chinois font ce qu'ils veulent. Vous y croyez vraiment? Ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, le message aura été porté. C'est pas Madame von der Leyen de dire cela, d'autant plus qu'en l'occurrence, sur la politique extérieure, c'est même pas de sa compétence, puisqu'il y a un haut représentant de l'Union européenne qui est en charge de ces questions, qui s'appelle Joseph Borrell. Donc le fait qu'il emmène Ursula von der Leyen, c'est pas lié à l'Ukraine, c'est lié à son idéalisme européen ou à ses intérêts européens, puisque certains lui prennent l'attention de vouloir devenir président de la Commission européenne après l'Elysée en 2027. 9h14, on y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. À 10h30, vous aurez Jean-Jacques Bourdin, mais non, pas du tout. Un mot sur Ursula von der Leyen et la Chine. Moi non, j'ai rien de plus à rajouter. Je noterai quand même que l'opinion publique est très sévère vis-à-vis de la Chine, du régime chinois, vis-à-vis de la Russie. Malgré tout, malgré ce qu'on peut dire, malgré la réelle politique, la boussole des Français, ça reste les droits de l'homme. On avait fait une enquête pour le Figaro sur les 100 jours d'Emmanuel Macron, toutes les mesures, toutes les actions qui avaient été menées, tout avait été soutenu majoritairement. C'était en 2017. Les deux seules actions qui avaient été rejetées, c'était la réception de Donald Trump. Les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais Trump était déjà un repoussoir. Et la réception en grande pompe de Vladimir Poutine au château de Versailles. Et si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas dans votre balise sur les traits... C'est le baromètre mensuel. Il fait ses 20 ans, c'est pour ça que les balises et les baromètres. Les balises, c'est des questions d'actualité. Les traits d'image associés au président de la République défend bien les intérêts de la France à l'étranger, ça baisse. Oui, alors ça baisse, mais c'est toujours supérieur aux autres. C'est supérieur aux autres. Il faut bien qu'il y ait un truc où ça marche. Non, mais ça a été le cas pour tous les présidents. Il y a une certaine bienveillance des Français. Alors, si on vient sur ce sujet, moi, ce qui m'a frappé sur ces traits d'image, c'est un chiffre proche des préoccupations des Français. 18%, ça n'a jamais été aussi bas pour Emmanuel Macron. C'était encore plus haut au moment des Gilets jaunes. Attention, parlez bien dans le micro. Arnaud Benedetti disait tout à l'heure que Emmanuel Macron, en emmenant von der Leyen, veut montrer qu'il est un grand d'Europe, un leader européen. Et rappelez-vous cette une prémonitoire de Time Magazine en novembre 2017, où il avait fait la une de Time, il avait marqué un nouveau leader de l'Europe avec un petit astérix en bas à droite, s'il arrive à réformer la France. Et évidemment, il n'a pas réussi à réformer la France. Et justement, il n'en est pas un leader européen, puisque dans beaucoup de pays européens, il est aussi très critiqué pour son one-man show européen, parce que l'Europe, c'est pas Macron et moi. Beaucoup d'États membres de l'Union européenne ne partagent pas les vues qui sont celles de la France en matière de construction européenne. Arnaud, c'est un coup de gueule? Oui, alors c'est un coup de gueule. Vous savez, il y a des journées en ce moment de débat, de contrôle du gouvernement à l'Assemblée nationale, et il y a une journée de débat organisée autour de l'extrême droite. Des violences liées au groupuscule d'extrême droite. Bon, c'est tout à fait normal que le Parlement se saisisse de ce sujet, sauf que quand on se saisit de ce sujet, on se saisit du sujet dans sa globalité, et il faudrait se saisir de l'ensemble des violences des groupuscules, y compris de ceux des groupuscules d'extrême gauche qui sont quand même très actifs ces derniers jours, on le voit dans un certain nombre de manifestations, donc ça serait intéressant. Il faut signaler que cette journée est organisée à l'initiative, de la NUPES et notamment de la France Insoumise. Quelle surprise. Ça, c'est le premier point. C'est surprenant quand même. On est dans le groupe là. C'est intéressant de planter le décor. Arnaud est le porte-parole de la NUPES. Je termine. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point.
c'était très intéressant parce que on a demandé à un expert, un politique, je ne citerai pas son nom, c'est un député du Rassemblement national qui a posé cette question de savoir comment on caractérisait l'extrême droite. C'est intéressant. Ouais. Et en fait, dans d'autres termes, la question était de savoir est-ce que vous considérez que le Rassemblement national est d'extrême droite. La réponse de l'expert a été de dire ah ben oui, vous êtes d'extrême droite puisque vous siégez à l'extrême droite de l'hémicycle. Alors bon, moi personnellement, je ne suis pas sûr que cette topographie soit caractérisée parce que c'est un sociologue. Non, mais c'est quand même très intéressant parce que dans ce cas-là, les LR à un moment donné étaient le groupe le plus à droite de l'hémicycle. Ouais. On peut considérer qu'ils étaient d'extrême droite. On peut considérer que le RPF, durant la 4e République, le parti du général de Gaulle, qui siégeait tout à fait à droite de l'hémicycle, était d'extrême droite. Donc, si vous voulez, je pense que la caractérisation telle qu'elle a été donnée par le sociologue en l'occurrence est un peu courte. Mais surtout, le dernier point, c'est qu'a été invité à l'initiative d'un député de la NUPES, vert, monsieur Aurélien Taché, le leader de la Jeune Garde. Alors, vous savez ce que c'est que la Jeune Garde? Ce sont les antifas. C'est un certain Raphaël Arnaud qui prône ostensiblement la violence contre ses adversaires politiques. Et c'est lui qui décide qui est d'extrême droite et qui ne l'est pas, en l'occurrence. Donc, on peut quand même considérer qu'il y a, d'une certaine manière, beaucoup à dire sur cette journée d'études et que c'est quand même, j'allais dire, d'une hypocrisie son nom. Et on peut se poser la question de savoir ce que faisait quelqu'un qui prône d'une certaine manière des actions qui sont purement violentes dans une enceinte où l'on doit discuter justement de la violence en politique. Il faut que le Rassemblement national organise une journée sur qu'est-ce que l'extrême gauche suggère-leur. Oui, Frédéric. Non, mais je trouve que ce que dit Arnaud est très juste. Et il y a cette hémiplégie qui est aussi parfois une hémiplégie médiatique en taxant le RN d'extrême droite. Ça se comprend, ça se discute. Il y a l'histoire. Il y a la fondation du Front National, il y a la figure tutélaire de Jean-Marie Le Pen, et la France Insoumise n'est jamais taxée d'extrême gauche. Mais en dehors de ça, les Français ne s'intéressent pas à ces questions, donner des noms, des caractéristiques politiques à des mouvements politiques. Les Français sont sur une logique de résultats, d'action et de prise en compte de leurs préoccupations par leurs représentants. Oui, mais c'est vrai que quand vous posez la question qui représente le mieux l'opposition aujourd'hui au gouvernement, vous avez le Rassemblement national qui arrive en tête et la NUP et LFI en second. C'est l'objet de l'opinion publique ne considère plus que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. C'est l'objet de mon coup de projecteur du jour. On a énormément d'enquêtes depuis quelques jours. L'intention de vote législative pour Sud Radio et le JDD, où pour la première fois dans une enquête et sous la 5e République, le FNRN arriverait en tête d'une intention de vote législative. Pourquoi vous disiez FNRN? Parce qu'il s'appelait FN avant c'est l'ancien nom. FN avant 2018, etc. Et le RN lui a succédé. Appelons-le le RN. Certains disent encore FN d'ailleurs. Oui, c'est une manière de légitimer. Et c'est vrai que comme coup de projecteur, je voulais parler d'une enquête qui est en train d'être diffusée ce matin sur le site de Paris Match sur des traits d'image associés à Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une profondeur historique d'une quinzaine d'années, un peu quasiment depuis le Congrès de Lyon, quand elle a succédé à son père. Ce qui est très impressionnant, c'est le côté massif de sa popularité, et c'est un rétablissement spectaculaire de son image depuis sa catastrophe de 2017, c'est-à-dire sa campagne de second tour plutôt ratée et le fameux débat. Je mettrai 3 chiffres en avant. 58% des Français considèrent qu'elle est proche des préoccupations des Français, plus 17 points par rapport à 2017, et surtout, on en parlait tout à l'heure, Valérie, 40 points d'écart avec Emmanuel Macron. La proximité, c'est une demande très forte des Français. Deuxièmement, rupture avec le passé jean-mariste, le passé du FN. Est-ce qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques? C'est pas rien. On se souvient du baromètre historique de mes amis de la Sofres. Est-ce que le FN est un danger pour la démocratie? Ça a longtemps tangenté les 75, les 80% de oui. Là, on a 57% des Français qui considèrent qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques. Et là où il y a une rupture avec la campagne ratée de 2017, désormais, c'est la première fois, une majorité de Français considèrent qu'elle est compétente, et presque un Français sur 2, 20 points de plus par rapport à 2017, qu'elle a la stature d'une présidente de la République. Dernier mot, au-delà
des sympathisants RN de son électorat, on a systématiquement 2/3 à 3/4 des sympathisants LR qui abondent positivement sur l'image de Marine Le Pen. Ce n'est qu'un sondage, mais ça en dit long sur son installation comme principale opposante. C'est une tendance de fond. Et quand, rappelez-vous, il y a une quinzaine de jours, on a fait une balise avec des traits d'image contradictoires comparés Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier était enfoncé sur toutes les dimensions testées. Bon, d'abord, il faut quand même rappeler les derniers chiffres électoraux, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Moi, j'aime beaucoup les sondages, mais ça ne reste que des sondages à un instant T. Ce qui compte, c'est le résultat électoral. Et le résultat électoral, il est un peu différent de ça. Le dernier, c'est l'élimination du candidat de la majorité en arrière. Oui, d'accord. Mais le dernier de fin janvier, c'est la défaite d'un député du Rassemblement national à Reims. Bon. Oui, mais quand même. Mais vous avez raison. Il était sortant, il a été battu assez nettement par un député, par un candidat de la majorité présidentielle. Personne n'en a parlé parce que c'est accessoire et que la participation est relativement faible. Les partiels, ça compte beaucoup. Voilà. Et donc ça, moi je m'en tiens aux résultats électoraux. Deuxième point, effectivement, quand vous faites 42%, elle est arrivée face au président de la République. Quand vous faites 42% au deuxième tour, c'est plus extrême droite. Moi, j'ai toujours considéré qu'en France, il y avait un vieux fond d'extrême droite, mais qui ressemblait, les meilleures années, 10%, enfin pour eux, les meilleures années, 10% de l'électorat, pas plus. Maximum, donc, quand vous êtes à 42%, c'est que vous avez largement débordé, et le sondage dont vient de nous décrire les éléments, Frédéric, va dans ce sens. C'est-à-dire que vous débordez largement de votre électorat de base. Et c'est cette manière d'attrape-tout, d'être un candidat attrape-tout, qui peut, dans les années à venir, être, en tout cas, moi je le considère, inquiétant pour un certain nombre de gens. Enfin, l'événement de l'année dernière, pour moi, c'est pas le score de Marine Le Pen à la présidentielle, c'est les 89 circonscriptions qui ont élu un député RN et qui, là, montrent bien qu'il y a une banalisation et que le plafond de verre des 50% de voix en duel aux élections, il explose et les sondages qui se multiplient depuis des années. Enfin, dans tout Paris, combien de personnes disent, alors ils les disent peut-être pas devant les micros, mais ce qui se dit énormément, c'est qu'elle est de très très loin aujourd'hui la favorite pour 2027 et que beaucoup se disent dans 4 ans. Bah oui, mais évidemment, mais il y a toutes choses égales, il peut se passer plein de choses. Faut-il encore que la législature aille jusqu'à son bout. Elle est très loin. Mais par rapport à ce que disait Arnaud, par rapport à la remarque d'Arnaud, par rapport à l'hémicycle, etc. C'est vrai que quand le Front National s'appelait Front National, on disait extrême droite, et le fait qu'il se crédibilise, qu'il se banalise, etc. Effectivement, moi, je me suis posé la question, comment qualifier ce parti? Et ce que je dis, moi, depuis maintenant plusieurs mois, c'est droite nationaliste. On est passé d'un parti d'extrême droite, droite populaire, droite populaire qui ressemble beaucoup à ce qu'était le RPR à la fin des années. La fin des années 70, il y a eu quand même il y a eu des ruptures depuis 10 ans. Il y a eu des ruptures depuis 10 ans dans la stratégie de Marine Le Pen qui sont importantes. Le premier, quand même, c'est qu'elle a quand même mis dehors son père du parti, ce qui quand même est un acte politique extrêmement fort. Elle l'a exclu de fait. Donc ça, c'est déjà une première rupture et qui a dû être une rupture difficile sur le plan personnel, qui plus est pour elle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une autre rupture qui est aussi apparue après l'élection de 2017, c'est que elle ne remet plus en question l'appartenance à l'Union européenne. D'une certaine manière, elle est critique vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne, mais l'idée que l'on sort notamment de l'euro, c'est une idée qui a été abandonnée par le Rassemblement national. Donc il y a des marqueurs qui montrent cette évolution et qui fait que de toute façon, et le plus important, c'est qu'elle récupère toute la sociologie électorale du non à Maastricht et du non au traité constitutionnel de 2005. C'est la France périphérique, c'est ça où elle a gagné et où elle a fait élire des députés. C'est cette France qui va du nord-est jusqu'au sud-ouest, qui constitue cette fameuse diagonale du vide, qui notamment a donné les gilets jaunes. Et là-dessus, elle a réussi à préempter cet électorat. Non, mais oui, mais enfin, ça en déborde très largement. Elle déborde, elle déborde très largement. Mais enfin, déjà, elle a récupéré cet acte-là. Mais si vous voulez la comparaison avec le RPR, moi, j'émets un bémol parce que il y a quand même des éléments qui ont été conservés par le Rassemblement national, qui sont issus du Front National. Je pense à la préférence nationale, par exemple, qui est très présente encore dans leur programme, qui n'a jamais été intégrée dans le programme du RPR. Elle a été à un moment donné. Ils en ont très peu parlé. Elle en a très peu parlé, mais c'est dans le programme. Et c'est vrai qu'il y a des leaders de droite actuels qui en ont parlé à l'échelle locale. Et un tiers des députés. On va en reparler. Il est 9h. Non, pas un point. Il est 9h30. C'est la pub. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et on parle opinion avec Frédéric Dabi, puisqu'on a l'occasion de vous avoir ce matin. C'est ce que vous nous dites de ce là, c'est quoi? C'est un sondage, une balise? Là, c'est le baromètre mensuel. Là, c'est une enquête commandée par Paris Match. On teste chaque mois l'image fouillée d'une personnalité. Mais ce que vous disiez, c'est que le socle électoral aussi du RN a changé. C'est-à-dire qu'il y a des actifs aujourd'hui. Il a changé. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Jean-Marie Le Pen au tout début, je pense sous le contrôle d'un homme qui connaît ça par cœur? C'était un électorat type de droite extrême, c'est-à-dire jeune, masculin, très très masculin, issu des catégories populaires, faiblement diplômés, du monde rural parfois, mais il y avait des grands trous dans la raquette. Il y avait les classes moyennes, il y avait la France active, il y avait le salariat. Là, on voit dans toutes les enquêtes, alors prenons celle sur les traits d'image, prenons celle sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, on a le salariat qui a basculé dans un vote Rassemblement national. C'était le cas à l'élection présidentielle, où Marine Le Pen faisait jeu égal avec le candidat Emmanuel Macron. Il y a des catégories générationnelles, les 50-64 ans, qui vont être concernés au premier chef par la réforme des retraites, la catégorie qui épargne le moins, la catégorie qui, quand on est salarié, quand on est entre 50 et 64 ans, on est parfois poussé doucement vers la sortie, la catégorie qui, sur le plan intime, on parlait du grand âge tout à l'heure, est plus inquiète que la moyenne sur la dépendance de leurs proches, du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut citer deux catégories où le RN est faible: les cadres supérieurs et les personnes diplômées du supérieur. Ça se recoupe suivant. En dehors de ça, chez les personnes âgées, on a une popularité appréciable. Ça veut dire qu'on a un vote désormais et une popularité et un pouvoir d'attraction de Marine Le Pen attrape tout. Elle est aujourd'hui, mais bien sûr, à 4 ans du vote, dans un contexte si particulier. Mais elle est aujourd'hui celle qui incarne l'alternative pour beaucoup de Français. Mais ça dit quelque chose de la politique, ça dit quelque chose des représentants politiques. Ça dit quelque chose du sentiment d'échec qu'ont vécu les Français sur les derniers quinquennats. Ça dit quelque chose, le fait que les Français considèrent qu'ils ont tout essayé depuis des années et des années, que la seule alternative qu'ils n'ont pas essayé, finalement, c'est l'alternative du Rassemblement national. C'est aussi ça. Le Rassemblement national prospère sur ce qui est perçu comme l'échec des différents gouvernements qui se sont succédés depuis depuis des décennies. À un moment donné, en effet, c'est pour ça que ça a été un exploit que Emmanuel Macron, après un quinquennat difficile, ait été réélu. Ça a été un exploit. Sauf qu'il n'a pas tiré les conséquences. Ça n'a pas été assez analysé et. Ça a été dit. C'est peu. On avait un rolling tous les jours. Je ne sais pas si vous savez, avec Valérie. Il y a deux choses, c'est que Frédéric Dabi nous éclaire sur l'état de l'opinion publique qui manifestement est de plus en plus perméable et qui accueille, j'ai envie de dire, l'idée, en fait, que Marine Le Pen pourrait devenir présidente de la République. Parce que c'est ça, en fait, qui se prépare dans les têtes et qui va bien au-delà, enfin, voilà, qui concerne de nombreux Français et qui va au-delà de cette France des périphéries que vous désignez, Arnaud, et qui commence, à mon avis, à toucher l'ensemble du pays. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a un vide politique à droite, parce que ce qui faisait barrage, quand même, au Front National et au RN pendant des décennies, c'était l'existence d'une droite, j'ai envie de dire... et d'une gauche capable de se mobiliser contre le mais aussi à droite. Or, la droite s'effondre. Et d'ailleurs, parmi les 89 députés RN, je trouve que ça n'est pas suffisamment souligné. Vous en avez près d'un tiers qui sont des anciens des Républicains. Notamment mais ça, c'était déjà le cas en 86. Vous avez par exemple... Il y avait déjà un tiers de gens qui venaient du RPR. Vous avez par exemple la branche jeune... Vous avez par exemple la branche jeune des LR qui, dans certains départements, s'est auto-dissoute. Tellement ils n'ont pas... tellement ils ne voient pas d'avenir à leur parti. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une bonne partie de la droite qui, petit à petit, à un rythme soutenu, ça ne veut pas dire non plus qu'ils viennent sur le RN. Vers le Rassemblement national. Non, donc je pense mais peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment... Il y a toute une partie de la droite qui a déjà voté Macron à 2 reprises en 2017 et encore plus en 20soyons et aux législatives également, et qui continuera à le refaire. Il y a maintenant plusieurs droites. Il y a pas une droite qui va les retenir d'aller vers Marine Le Pen. Soyons prudents, on ne peut pas dire ça comme ça. On ne sait pas très bien où est la droite aujourd'hui. On
s'entend pas sur des sujets importants. Il y en a une partie chez Horizon, il y en a même une partie chez Renaissance. Moi, quand je vois les résultats de droite à Paris, de Macron à Paris dans les arrondissements de droite, c'est phénoménal. Il a fait 60% au premier tour. Bon, qu'est-ce que vous voulez, cet électorat-là, il n'a pas disparu. Pas au premier tour à Paris. Si. Au premier tour, il a fait 60% dans certains arrondissements. Dans le 17e, dans le 16e, il a fait 60%. C'est pas représentatif du pays. D'accord, mais ça veut dire que cet électorat-là, qui était un électorat de droite classique, a voté aussi Macron. Oui, mais clairement, parce que Macron s'est positionné sur une frange qui est une frange de centre-droit depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2017, clairement. Donc c'est tout à fait naturel qu'il ramène cet électorat. Tout cet électorat droit ne va pas vers le RN. Non, il ne va pas vers le RN. Mais cet électorat droit n'est pas majoritaire. C'est un des sujets d'ailleurs. Et le problème, c'est que Macron a été élu aussi avec des voix de gauche, et notamment au second tour de l'élection présidentielle. Et ça, il l'a oublié manifestement, parce qu'il ne fait pas la lecture des législatives. Il fait une lecture qui est conforme à ses intérêts, mais qui n'est pas conforme à la réalité du pays. Donc ça, c'est un sujet. Et les succès du Rassemblement national sont dus notamment à deux éléments qui sont des éléments de fond. La gauche a abandonné les classes populaires depuis trop longtemps, en l'occurrence. On le sait, depuis notamment les années 2000 et 2010. Et la droite, une grande partie de la droite a abandonné l'idée de souveraineté. Donc à partir de là, vous avez, j'allais dire, un terrain idéologique et sociologique qui est propice au progrès du Rassemblement national dans l'opinion publique. Mais une auditrice me dit qu'il faudrait que la droite redevienne de droite. Ce qui n'est pas totalement faux. La droite, c'est ça. Maintenant, il y a de multiples droites. Pour citer Alfred Jarry dans Uburois, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe à droite, ça se passe partout. Il y a une droite Macron, il y a une droite qui est tentée par le vote RN. On l'a très très bien vu. Mais là, quand même, non, mais elle est plus dans les murs du parti de droite historique. Et puis il y a le LR qui est historique. C'est pas qu'il y a plus de droite, c'est qu'il y a plus de candidats qui incarnent la droite. Qui est capable de la réunir. Rapidement, Frédéric, sur le baromètre, la balise. Non, le tableau de bord mensuel. Pardon, je vous martyrise. Mais c'est vrai, sur le baromètre, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi bas. Alors, il était un peu plus bas au moment des Gilets jaunes, mais c'est vrai qu'il a perdu 8 points. Alors là, il faut bien voir la question qui est posée. Elle est très court-termiste. Approuvez-vous ou n'approuvez pas l'action du président il paye le prix de la réforme des retraites de ce point de vue-là. Il est minoritaire dans toutes les catégories. C'est un de ses niveaux les plus bas. Et puis, comme je le disais, moi, je suis particulièrement frappé par le sentiment qu'ont les Français qu'il est déconnecté du pays avec ce fameux item proche des préoccupations des Français. Alors, bien sûr, il faut être très prudent. Il a connu quand même 3 rebonds de popularité lors du premier quinquennat. C'est quelqu'un qui sait très bien s'adapter. Après les Gilets jaunes, il y a eu l'idée du grand débat. Il avait gagné 15 points d'approbation en à peine 6 mois. Mais là, quand même, on sent que cette réforme des retraites sur fond d'inflation, d'inquiétude économique et sociale plombe ce quinquennat, parce qu'on est dans une ambiance presque de fin de règne, alors que le quinquennat n'a même pas marqué sa première année. Ouais. Absolument. Parlons de la rencontre peut-être entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Les paris sont ouverts, si on veut être un peu trivial. Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose? Ils ont accepté la rencontre. Néanmoins, le point qui bloque, c'est les 64 ans. Et visiblement, ni d'un côté ni de l'autre, on ne veut lâcher sur ce sujet-là. Arnaud? De toute façon, tout le monde a intérêt sur le plan du symbole à cette rencontre. Le gouvernement, parce que ça montre qu'il est ouvert malgré tout à la discussion avec les syndicats, mais il considère que de toute façon le dossier des retraites est aujourd'hui derrière lui. Bon, sauf à attendre quand même la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril, la semaine prochaine. Et les syndicats et l'intersyndicale veulent montrer quand même, pour tout simplement avoir encore, j'allais dire, le soutien de l'opinion publique qui est massif, qu'ils ne sont pas fermés à la discussion. Mais en effet, le problème, c'est que je ne vois pas ce qui peut en sortir à partir du moment où, sur la mesure d'âge, personne ne veut céder, en l'occurrence. Donc, on est véritablement dans une scénarisation pour l'instant, en attendant la journée de demain, qui sera quand même une journée où on va tester si les syndicats disposent encore d'une capacité de mobilisation massive sur le terrain. Et en attendant surtout, je pense, la décision du Conseil constitutionnel. Rarement une décision du Conseil constitutionnel a été autant attendue que celle du 14 avril. Il y a une grosse pression qui s'exerce sur les sages. D'ailleurs, Laurent Fabius devait partir en Chine et il n'y a
n'a pas été. Il y a des motifs qui ont été mis en avant par un certain nombre de constitutionnalistes, d'anticonstitutionnalité de la loi, qui vont certainement être examinés avec un très grand intérêt par les sages. Absolument. Jérôme. Non, un point sur cette rencontre. Il y a effectivement ce dossier qui fâche, on le sait très bien, puisque un certain nombre la totalité des syndicats est contre cette réforme de recul de l'âge à 64 ans, puisqu'ils veulent rester à 62 ans. Mais il y a d'autres sujets. Alors je ne sais pas s'ils voudront les aborder en disant non, on s'arrête à la retraite parce qu'on n'est pas d'accord et on s'en va, ou est-ce qu'ils vont pouvoir aborder d'autres sujets, parce que le quinquennat, je suis désolé, mais ne s'arrête pas à cette réforme des retraites. La réforme des retraites, elle a été adoptée, on peut contester la manière dont elle a été adoptée, on peut contester le choix du 49.3, on peut contester tout un tas de choses, peut-être un manque de coordination, de concertation, etc. Mais en tout cas, elle a été adoptée, voilà. Bon, et donc maintenant, il faut passer, je crois, à autre chose. Alors il y aura la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril. Il y aura peut-être une censure partielle, vraisemblablement d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers ça. Mais en tout cas, il faut maintenant aller vers autre chose. Et il y a des sujets... Certains disent qu'il y aura une censure totale. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, on verra. Il y a des sujets très importants. Il y a des constitutionnalistes qui le disent. Oui, oui, par exemple. Pour moi, il est à peu près le seul. Mais il y a des sujets très importants sur lesquels il va falloir travailler avec les syndicats. C'est absolument indispensable. Oui. Je pense que c'est une réunion sans intérêt dont on sait déjà qu'elle ne va aboutir à rien. Moi, la seule question, c'est est-ce que Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, va en profiter pour... Est-ce que Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, va en profiter pour faire un esclandre et un baptême du feu qui lui permettra d'exister tout de suite, parce qu'elle a besoin d'être connue à côté de Laurent Berger? Non, pour moi, la grande question de la semaine, c'est demain. Parce que demain, il y a la 11e journée de grève et de manifestation. Est-ce que la décrue va continuer? Parce que lors de la 10e journée, il y avait quand même moins de manifestants. Ouais. Et je pense que ça, c'est le pari du pouvoir. C'est de voir s'essouffler la mobilisation. Oui, alors, il y a des rebonds. Il faut quand même bien souligner. En fait, ce qui est très étrange, c'est que au niveau de l'opinion publique, il y a vraiment une fermeté d'opposition des Français qui est vraiment très très forte et qui a duré et qui s'est maintenue. Même si une majorité très nette a aussi intériorisé qu'Emmanuel Macron ne reculera pas. C'est ça aussi le paradoxe. Justement, j'allais dire que malgré l'union syndicale, qui est quand même rarissime dans notre pays, ils n'ont quand même pas réussi ni à bloquer le pays, ni à maintenir une pression tout le temps. Et je pense que c'est le pari du pouvoir, c'est de voir s'essouffler le mouvement. Donc qu'est-ce qui va se passer si demain il y a moins de manifestants qu'il y a 10 jours, où il y en avait déjà moins que la fois d'avant, et si le 14 avril, le Conseil constitutionnel valide à quelques mesurettes près la loi, ça va être difficile de maintenir la pression sur le gouvernement. On verra, on va en reparler dans un instant, 9h45 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Et nous parlons donc de cette rencontre improbable, en tout cas personne n'y met beaucoup d'espoir. Arnaud Benedetti voulait réagir. Effectivement, la question est de savoir ce qu'ils vont arriver, dire on parle des 64 ans et on se casse, on se lève et on se casse. Moi je pense, après on va voir qu'est-ce que ça va donner, l'issue sociale de ce qui est en train de se passer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'issue politique. C'est-à-dire, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, c'est-à-dire, quelles sont les cartouches dont dispose aujourd'hui Emmanuel Macron sur le plan parlementaire pour pouvoir décliner un agenda parlementaire et un agenda de réforme? Parce que moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans le moment qu'on traverse, c'est qu'on a un exécutif qui est encalminé et qui ne dispose plus véritablement d'une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ses textes. Je rappelle quand même que le texte sur l'immigration a été pour l'instant retiré parce qu'on sait très bien qu'il est extrêmement difficile de pouvoir le faire passer. Donc, le mandat qui a été donné à Elisabeth Borne par Emmanuel Macron, j'allais dire de manière un peu peut-être cynique, même en l'occurrence, c'est que elle se débrouille pour essayer d'élargir sa majorité. Mais c'est impossible. Et donc, mais comment elle va élargir sa majorité? Elle peut élargir sa majorité que d'une façon. Globalement, c'est en allant du côté de LR et essayer de ramener un certain nombre de députés LR ou une partie de LR dans un contrat de gouvernement. C'est ce que préconise en tout cas notamment Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy. Ou Nicolas Sarkozy. Mais ça veut dire c'est l'éclatement
complètement des LR, en l'occurrence. Donc c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, au-delà de la question sociale, c'est comment on fait parlementairement pour pouvoir durer avec une assemblée nationale où il n'y a pas de véritable majorité. Non, je partage complètement ce qu'a dit Arnaud. C'est vrai que sur le papier, la seule voie possible, c'est un contrat de gouvernement majorité Renaissance, Horizon, Modem et LR, mais compte tenu de l'état de fracturation des LR à l'Assemblée nationale, compte tenu de l'état de fracturation des sympathisants LR, qu'est-ce qui se passe pendant tout le premier quinquennat? On a ce qu'on avait appelé la Sainte Alliance LR, LREM sur toutes les réformes de structure, le Code du travail en 2017, la SNCF, les retraites en 2019. Là, on a désormais des sympathisants LR coupés en deux sur la réforme des retraites. Et c'est vrai que est-ce que c'est Madame Borne qui vient de la gauche, qui était vue comme quelqu'un qui pouvait apporter ses capacités de dialogue, ses capacités techniciennes, elle n'était peut-être pas perçue au début comme la personne qui pouvait séduire des sympathisants de droite. C'est en ça que la situation reste bloquée, la porte, l'hypothèse de la dissolution semble écartée. Il ne reste que celle du remaniement, mais aussi qu'un remaniement, c'est comme un galet qu'on lance dans l'eau. Ça peut avoir un écho sur l'écosystème, le monde médiatique. Ça ne change jamais grand-chose chez les Français, sauf si ce remaniement traduit ou incarne un acte de rupture politique. On n'en est pas là. Mais c'est pour ça que le quinquennat Macron, il est terminé. La réalité, c'est qu'il est terminé politiquement. On va dire ça de manière aussi catégorique. Non, il va y avoir une grande loi sur le travail. Je pense qu'elle va être votée, par exemple. Non, ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que faut essayer. Non, parce que les frondeurs de LR qui ont fait échouer la possibilité pour Elisabeth Borne de faire voter positivement son projet de réforme fait qu'effectivement il y a maintenant plus de majorité possible au gouvernement. Ça dépend sur certains points. Oui, mais écoutez, la réforme sur les énergies nouvelles. Ah non, la réforme sur la relance du nucléaire, c'était pas du tout secondaire. Il a été voté à 405 voix. Bon, c'est déjà pas mal, mais personne n'en parle. 405 voix, c'est largement supérieur à une majorité qui est à 290. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir encore avancer. 4 ans, et je crois que la loi travail est extrêmement importante. Je pense qu'on entre dans une phase d'immobilisme politique et que cet immobilisme va torpiller ce quinquennat. Il y a eu une erreur en juin-juillet 2022 pour dire on va essayer de prendre des députés un par un et des députés LR un par un qui ont été réélus et on va essayer de les débaucher. Moi, je partageais pas du tout cette méthode. Je pense qu'il fallait mettre carte sur table avec un projet très clair de gouvernement, venait qui voulait, mais en tout cas les choses étaient claires. Si on n'y arrivait pas, mais on n'a même pas essayé. On n'a même pas essayé, on a fait du débauchage individuel. Mais le débauchage individuel, maintenant, il a ses limites, on le voit bien. Oui. Non, c'est vrai. Il faut pas oublier que la plupart des LR élus en juin dernier, c'est pas des LR des grandes métropoles, des grandes villes. Je crois qu'il n'y a que Éric Ciotti qui provient qui a été élu dans une grande métropole. Ce sont des LR qui sont souvent qui ont été élus face à des candidats ou qui ont dû éliminer au premier tour des candidats en essence. Ça ne concourt pas à créer des passerelles après. Ils ont surtout été élus souvent dans des circonscriptions sur leur nom propre. Oui, en l'occurrence, c'est pas l'étiquette LR qui les a fait tellement élire. Ça les a aidés peut-être, mais enfin c'est surtout d'une certaine manière leur implantation. De la présidentielle, c'était pas possible. Monsieur Pradier, dans le Lot, quand il est élu, c'est quand même d'abord sur son implantation et pas sur l'étiquette LR. Donc, même s'il y a eu quand même l'effet de souffle présidentiel qui a fait perdre beaucoup de députés LR. Guillaume Larrivé dans Lyon, etc. Ce qui n'était pas prévu à l'origine. Et maintenant, vous voyez les choses comment? Immobilisme. Non. Moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Non, mais Frédéric, pour sortir de cette crise-là des retraites, c'est le pourrissement qui est votre moi je suis frappé par la circonspection, dans une circonscription et le caractère, étonné des Français face à des situations de blocage absolu. Ils ne voient pas la porte de sortie. En 2010, il y avait beaucoup de manifestations dans la rue, il y avait énormément de monde, des gens du secteur privé, mais les Français avaient intériorisé que Sarkozy ne lâcherait pas parce qu'en plus il y avait une petite majorité des Français qui étaient favorables à l'effort raisonnable de passer de 60 à 62 ans. Là, on a d'un côté un soutien toujours très fort au mouvement social, mais une forme de résignation sur le mode Macron ne peut pas lâcher. Macron ne lâchera pas. Donc, comment sortir de cette
ces deux dimensions, et ben les Français ne le savent pas et beaucoup de personnes ne le savent. Alors, non, mais les Français, c'est une chose, le gouvernement. Oui, la décision du 14 avril va être très très importante. Si la loi est finalement votée dans ses grandes lignes, il y aura sans doute une seule arme qui restera adoptée définitivement et promulguée, et validée. Soyons précis sur les mots. Il y aura qu'une seule chose qui restera, je pense, pour acter, pour fermer cette parenthèse qui a été très pénible en termes de popularité, de crédibilité pour le couple exécutif, c'est sans doute un remaniement. Ouais. Mais si vous voulez, je suis pas sûr que le remaniement. Pardon, excusez-moi. Je suis pas sûr que le remaniement. Je pense que la crise est très profonde. Que le remaniement ne changera pas grand-chose, y compris même si on a un contrat de gouvernement avec une partie de LR, je crois que Éric Ciotti, Premier ministre d'Emmanuel Macron, ça changera pas grand-chose. La vérité, c'est que les armes, elles existent pour sortir d'une crise à un moment donné, mais Emmanuel Macron ne va pas les utiliser. Parce que ce sont des armes qui se retourneront politiquement contre lui. Les armes, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale à un moment donné. Ouais. Alors avec cette difficulté qu'on va se retrouver avec une Assemblée nationale qui sera vraisemblablement encore plus illisible que celle que l'on a aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais avec la possibilité éventuellement de relancer un cycle de négociation. À ce moment-là, on remet les cartes sur table. Parce que ça dépend combien de LR vont revenir. Et ensuite, mais une cohabitation pourrait l'arranger. Et la deuxième arme, et ça, plus aucun homme politique depuis 2005 de dirigeant politique veut l'utiliser, ça s'appelle le référendum. Les constituants de la Ve République avaient assez bien prévu les choses quand il y avait des conflits de légitimité. Sauf qu'aujourd'hui, on ne veut plus respecter l'esprit de la Ve République. Le référendum, ce serait un départ. Un référendum pour dire quoi? Le président n'a jamais dit qu'il n'irait pas sur le référendum. Simplement, il faut savoir d'abord sur quoi. Sur les retraites. Non, il savait très bien le résultat sur les retraites. C'était négatif. Mais non, mais si vous voulez faire avancer un pays, il faut aussi parfois prendre des mesures référendum pour demander. Si vous dites je ne fais que ce que le peuple veut, à ce moment-là, vous ne faites quasiment rien. Un référendum d'Emmanuel Macron français, m'aimez-vous encore? La réponse est dans le sondage de Frédéric Dabi aujourd'hui. Oui, c'est peut-être pas la question qu'il posera, mais c'est vrai que le référendum depuis le 29 mai 2000, le référendum depuis le 29 mai 2005 a quand même refroidi beaucoup. C'est la plus longue période où on n'a pas soumis à référendum. Oui, c'est vrai. Ça fait 18 ans. Tout président confondu. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a des référendums bien précisé. Depuis 1969, si mes souvenirs sont bons, le corollaire, c'est quand vous perdez un référendum, vous partez. Mais c'est ça s'est pas passé depuis 69. Et si vous perdez un référendum, vous ne pouvez pas rester maintenant. C'est clair. Il y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence de Gaulle et qui est très claire. Attendez, Jérôme, en 2005, Chirac, ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Mais c'est une jurisprudence qui s'est appliquée qu'à De Gaulle et à personne d'autre. Oui, enfin, on a vu les conséquences. On se quitte sur ce et on se retrouve dans un instant pour l'émission Média avec Jean-Luc Reichmann. À tout de suite.